Merci Camille, bonjour à tous, merci d'être là et de votre intérêt du coup pour notre projet. Donc je vais vous parler du projet Talanoa Water qui est un projet du programme financé par le programme PRIMA soutenu par la Commission européenne qui s'attache à financer des travaux sur les questions d'eau et d'agriculture autour de la Méditerranée. Et donc là, le projet Talanoa Water était un projet qui s'est écoulé sur 4 ans et sur lequel INRAE était partenaire avec 6 autres institutions. Nous avions chacun un territoire privilégié pour développer la méthode que je vais vous présenter, enfin une approche que je vais vous présenter. Et ensuite, chacun des territoires a adapté son approche avec les parties prenantes qui le mobilisaient. Donc nous, enfin INRAE et côté français, donc on a développé notre projet sur le territoire de l'Aude, l'Aude méditerranéenne. Donc pour ceux qui connaissent plutôt le volet méditerranéen de l'Aude. Voilà, j'ai indiqué en dessous, donc c'était un projet que nous avons travaillé pour la partie audoise avec un certain nombre de collègues d'INRAE, notamment, donc moi-même je suis au département Acte et à l'UMR Innovation, mais avec des collègues de l'UMR Géo, du département Aqua, et également des collègues du SEM. Tout d'abord, une introduction un petit peu sur le contexte, alors que vous connaissez déjà, je pense pour la plupart, enfin je vous connais pas tous. Voilà, le contexte bien connu du changement climatique pour l'agriculture méditerranéenne, qu'on peut qualifier d'une sorte de double peine, avec d'une part une augmentation du besoin en eau des cultures et d'autre part la réduction de la disponibilité des ressources en eau liée à la diminution de la pluviométrie, notamment en période dite d'étiage, enfin en été, pour faire court. On observe également une augmentation des projets d'irrigation collectifs ou individuels et on a également tout un arsenal juridique ou lié à la gouvernance autour de la réglementation des questions d'eau, avec des programmes de gestion des ressources en eau. Aujourd'hui, ces programmes de gestion s'appellent les projets de territoire, avec des ambitions un peu plus sur les aspects de prospective et d'analyse économique. Et ces projets de territoire donc s'intéressent à ce qu'on appelle des zones de restriction des eaux, c'est-à-dire des bassins identifiés comme déficitaires, c'est-à-dire où les prélèvements dépassent une ressource caractérisée comme renouvelable, sans atteinte à l'écologie. Dans ce contexte-là, l'objectif de Talanoa est d'identifier, de caractériser et d'évaluer l'adoption de stratégies d'adaptation face à la pénurie d'eau en contexte de changement climatique. Et donc, on parle bien initialement, en tout cas dans Talanoa, même si on a travaillé sur les autres, on est voilà, centré sur la question de la gestion de l'eau. L'idée donc de ce projet, c'était de se projeter dans l'avenir en construisant différents futurs possibles et en essayant de les évaluer. Donc 2 mots sur les ressources en eau de l'Aude. C'est un système très complexe, comme vous le savez sûrement, parce que notamment de fait de la présence du canal du Midi. Donc il y a un canal qui est réalimenté par l'Aude et par de l'eau issue du bassin Adour-Garonne, donc de l'autre versant avec voilà, donc, qui en fait un système assez complexe et ce système est très largement alimenté par les barrages pyrénéens qui sont eux-mêmes régulés, notamment pour à la fois le soutien d'étiage, c'est-à-dire à s'assurer qu'il y a un minimum de débit en été, et également avec un usage très important hydroélectrique. Euh, Donc, le premier plan de gestion de la ressource en eau était il y a à peu près 10 ans et qualifiait donc l'état du déficit sur ce bassin-là de à peu près un tiers, c'est-à-dire qu'à peu près un tiers des prélèvements étaient entre guillemets en trop. Enfin, donc, on avait 33 millions de mètres cubes d'eau qui étaient prélevés au-delà de ce qu'on pouvait caractériser comme étant euh, un usage, enfin, c'est pas raisonnable le terme, mais compatible avec les débits d'objectifs étiage. Et parmi ces usages, enfin parmi l'ensemble des usages, 70% des usages de l'eau sont attribués à l'agriculture. Là, vous avez un graphe qui montre l'évolution de la fréquence de retour des restrictions, avec les restrictions en rouge foncé qui étant les restrictions de type crise, donc les plus fortes. Et donc,
mais voilà, c'est pas une surprise, ces fréquences de restrictions qui sont de plus en plus fortes ici depuis 2013. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut dire de l'agriculture? Donc sur ce territoire-là, c'est des surfaces irriguées qui sont en augmentation, qui ont augmenté de plus de 50% entre 2010 et 2020. Une très forte hétérogénéité des types d'exploitation viticole et un peu à l'instar de ce qu'on observe sur le Languedoc-Roussillon, différents modèles qui intègrent l'irrigation. Donc ce sont essentiellement des coopérateurs en IGP et des grands domaines en AOP. Donc on a eu d'autres travaux, donc notamment Juliette Le Gallo qui était en thèse dans le projet Talanoa et Nina Dagalier qui a fait un stage sur essayer de comprendre la diversité de l'irrigation en viticulture. Voilà, et on peut également citer deux enjeux principaux qui concernent aujourd'hui le secteur agricole et qu'on essaie d'appréhender ici, c'est la crise du secteur viticole, notamment la surproduction. Donc, on observe des demandes de distillation, les politiques d'arrachage qui vont jusqu'à aujourd'hui, des manifestations, enfin des indicateurs plus sociaux, la tendance à l'enfrichement. Et d'autre part, le changement climatique, comme on en a déjà parlé. Et également mentionner le vieillissement de la population agricole avec des enjeux de transmission, de disponibilité de main-d'œuvre et peut-être aussi une opportunité finalement pour penser l'agriculture de demain, ce renouvellement. Voilà, aujourd'hui je ne détaillerai pas plus, mais je voulais quand même vous mentionner que dans le cadre donc, de Talanoa, j'indiquais la thèse de Juliette Le Gallo, donc, qui est en train de terminer sa thèse et qui a fait un travail détaillé sur l'évaluation des bénéfices liés à l'irrigation en Languedoc-Roussillon. Et donc ici j'indique les résultats principaux et agrégés, donc, où on a montré que l'irrigation permettait en moyenne d'apporter plus 8 hectolitres par hectare donc, quand on compare un vignoble qui est irrigué versus un vignoble qui ne l'est pas, avec une augmentation significative du produit net, donc en indicateur comptable, mais également une évolution significative des coûts par hectare qui conduisent à un impact quasi nul sur les revenus. Donc voilà, on mentionnait que ces résultats sont prendre avec des pincettes parce que les dernières années, notamment les plus sèches, n'ont pas été comptabilisées. Donc c'est dans ce qu'on espère faire dans les mois qui viennent. Mais voilà, donc pour essayer de caractériser cet effet-là. Également indiquer donc que d'autres finalement initiatives et politiques ont lieu sur le territoire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On parlait des plans de gestion de l'eau. Il y a également une étude sur la sécurisation du littoral qui est menée par la région avec BRL sur la question de l'extension d'Aquadomicia. Donc est-ce qu'on étend ce réseau d'eau brute à partir du Rhône notamment à des secteurs comme l'Aude et les Pyrénées-Orientales. L'arrachage, on en a déjà parlé. Également des dynamiques autour de nouvelles filières, avec par exemple le plan agriculture Méditerranée et les aires de résilience climatique, où l'État soutient et accompagne les acteurs qui essaient de développer des nouvelles filières, entre guillemets, alternatives à la viticulture. Également des dynamiques autour de la relocalisation de l'alimentation avec les pâtes, par exemple, et des travaux autour de l'expérimentation, la démonstration des pratiques, comme les projets Vitiliance, par exemple Hydroliance, qui se passent sur le territoire. Donc les questions de recherche qu'on a voulu travailler dans ce projet, c'est comment est-ce que les acteurs s'adaptent et quelle trajectoire possible de l'évolution de ces territoires agricoles en contexte d'incertitudes fortes. Et d'un point de vue plus méthodologique, les questions sont de comment est-ce qu'on accompagne ces réflexions, comment on peut les outiller et comment on construit les trajectoires avec les acteurs. Donc on a une posture très interdisciplinaire et de recherche-action avec un rôle important donné à la participation.
Donc les trois grandes étapes ou questions méthodologiques, c'était la première de caractériser un état des lieux. Donc là, on s'est fortement appuyé sur le travaux des plans de gestion de l'eau. Ensuite, on a travaillé dans une perspective de prospective, donc d'explorer les futurs possibles. Et enfin, la question de comment y arriver, c'est-à-dire en agençant quel type de mesures pour parvenir à ces futurs. Et d'un point de vue méthodologique, on s'appuie sur deux dispositifs. Donc, la première, comme je le disais, une démarche participative avec un groupe multi-acteurs qui a été impliqué pendant toute la durée du projet. Enfin, pas tout de suite, mais au bout d'un an du projet, pardon. Et le deuxième dispositif qui repose sur de la modélisation hydro, agro et économique, qui est là beaucoup plus un dispositif, on va dire, scientifique en labo qui vise à accompagner la réflexion par le groupe de parties prenantes. Pour faire un tout petit retour sur ça, qui était vraiment ce qu'on a voulu faire au début d'un point de vue de l'approche, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans notre cas, la modélisation a été beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. On partait de zéro, que ce soit les hydrologues ou les économistes ou les agronomes sur ce territoire-là, donc pas de données, pas de connaissances et que finalement, le temps que ce dispositif soit efficace pour pouvoir accompagner la démarche participative, voilà, c'était plutôt la co-construction pas à pas que pour l'instant, notre modèle hydro-agroéconomique, on va dire, qui tourne à peine dans son ensemble, alors que le projet est formellement terminé. Heureusement, nous, on peut continuer à travailler avec les acteurs, notamment grâce à d'autres projets, euh, voilà, sur le territoire. Donc la démarche participative dans l'Aude, quelques mots là-dessus, donc notamment sur son ambition. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace de réflexion, de dialogue et d'échange. Le terme Talanoa, ça veut dire dialogue en polynésien, et c'était entre guillemets une méthode, enfin plutôt une approche qui a été utilisée dans les négociations climatiques sur la contribution volontaire des États. Cet espace aussi pour apporter un éclairage scientifique avec les compétences des chercheurs autour de la table et de produire de la connaissance et d'accompagner les acteurs. Donc depuis 2022, on a réalisé 7 ateliers en présentiel, 7 webinaires, divers entretiens et on va dire des échanges bilatéraux avec les acteurs. Et ces ateliers, on les a animés, occupés avec des temps variés d'interaction, notamment dont un jeu sérieux qui a consisté à faire dialoguer les parties prenantes afin qu'ils comprennent, enfin, qu'on mette en scène les points de vue des uns et des autres rôles, notamment de mettre en scène les rôles d'agriculteurs et de régulateurs eau. Donc, on va dire un rôle d'autorité de bassin qui est partagé entre l'État et l'Agence de l'eau et l'établissement public de bassin. Voilà, pour faire avancer vraiment la connaissance du système, enfin, voilà, collectivement au sein de ce groupe d'acteurs. Voilà, on a également un site internet, si vous êtes intéressé, c'est là où il y a la plupart, enfin, il y a tous les comptes rendus et nos productions diverses et variées. Euh, Juste un schéma sans rentrer dans le détail ici parce que c'est pas forcément important, mais pour vous montrer le type d'acteurs qui étaient impliqués dans notre groupe d'acteurs. Donc c'était à la fois des collectivités, les services de l'État, des usages de l'eau. Donc on a parlé tout à l'heure d'hydroélectricité. Idéalement, on aurait eu. Donc ils sont là parce qu'ils ont été invités, mais ils sont jamais venus les sports d'eau vive. Également les représentants des associations écologistes. Voilà, et naturellement le monde agricole et ses représentants. Donc on reviendra sur la participation. Et ensuite, on s'est doté d'un comité de pilotage un peu plus resserré. Parce que donc cet ensemble de groupes de travail multi-acteurs, on a environ 200 personnes qui reçoivent les mails et qui sont invitées aux ateliers. Et ce groupe est tout le temps resté ouvert. Donc, qui voulait pouvait le rejoindre. Et donc, un comité de pilotage plus restreint pour arbitrer à certaines étapes ou voilà, prendre des décisions ensemble, se tenir informé avec donc le SMAR qui est l'établissement public de bassin, l'État avec la DDT, le département, les unions d'ASA, donc les unions de collectifs d'irrigants.
les champs d'agriculture et le parc naturel régional situé sur le territoire de la Narbonnaise en Méditerranée et l'Agence de l'eau. Voilà. Donc le jeu sérieux, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ce que je voulais partager aujourd'hui, donc c'est un jeu sérieux qui est disponible, hein, qu'on a développé dans le cadre de Talanoa et qui vise vraiment, comme je disais, à faire dialoguer en fait les différentes parties prenantes autour des questions eau et agriculture. Donc avec ces différents rôles. Et finalement, ce que le jeu sérieux met en scène, c'est des décisions annuelles d'assolement ou d'investissement des agriculteurs, le fait qu'ils soient reliés les uns aux autres dans un bassin versant avec des contraintes par rapport à la ressource en eau. Donc, par exemple, l'agriculteur qui se trouve le plus en aval, qui vient être affecté par le comportement d'un agriculteur plus en amont et un joueur qui est un rôle de régulateur d'État et qui peut tester plusieurs types de politiques qui vont de choses qui relèvent de réglementation, comme les restrictions qu'on a vues tout à l'heure, donc des arrêtés qui empêchent ou qui réduisent l'usage de la ressource en eau, ou des politiques qui sont plus de type incitative et qui vont viser à accompagner l'innovation, enfin l'adoption de pratiques par les agriculteurs. Et donc, ce que le jeu a mis en évidence dans le cadre des expériences là, qu'on a menées dans le cadre de Talanoa, c'est qu'on pouvait voir des trajectoires contrastées entre des tables qui jouaient pour un faible investissement public avec un rôle fort des restrictions et d'autres qui misaient beaucoup plus sur l'accompagnement avec des aides à l'investissement autour de l'agroécologie ou de la diversification. Donc en fait, c'est une façon de vraiment partager les mécanismes que nous, on va essayer de modéliser avec le modèle, mais de partager tous ces mécanismes et cette représentation du système avec les acteurs. Donc c'est des moments à la fois où on espère qu'il se passe des choses avec les acteurs et les témoignages ont été vraiment bons là-dessus. Donc visiblement ça a plu, ça permet de discuter et d'améliorer la connaissance des parties prenantes. Et en retour, nous, ça nous nourrit beaucoup sur la compréhension du système et la façon dont on va pouvoir le modéliser. Maintenant, deux mots sur la prospective. Je jette juste un coup d'œil. Euh, un élément central dans le projet, c'était effectivement enfin, c'est de se projeter dans le futur et d'essayer de baliser cet ensemble des futurs possibles en se dotant d'une prospective. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, notamment parce qu'on était enfin, dans un contexte où on s'intéresse beaucoup à la question de la ressource en eau, on sait que ça, c'est très dépendant des scénarios climatiques, enfin des futurs climatiques. Et donc, on a fait le choix d'essayer de calquer notre logique de prospective socio-économique sur un travail qui a été très largement repris par le GIEC, qui sont les trajectoires de développement socio-économique et qui permettent d'associer à des développements socio-économiques d'un territoire, enfin dans le cadre du GIEC, c'est à niveau mondial, mais qui peuvent être déclinés localement, de leur associer des futurs climatiques. Donc on s'est inspiré de ces travaux-là. On a aussi lu et on s'est inspiré des travaux de prospective qui avaient été menés par à la fois soit la recherche, la filière viticole, les chambres d'agriculture ou les collectivités locales. Et ensuite, on a rédigé voilà, des premiers narratifs autour de quatre axes que je vais vous présenter après. Puis, on est allé travailler, enfin, on va dire présenter ces premières propositions auprès des acteurs de notre groupe de travail. Et pendant un atelier, on a scénario par scénario, voilà, déconstruit, travaillé, retravaillé ces scénarios avec les acteurs en leur demandant d'identifier les points d'incohérence, de cohérence et de renforcer certains éléments. Donc, juste un mot pour vous dire d'où vient cette idée de développement, de scénario de développement socio-économique. Euh, dans le cadre du GIEC, ils se sont dit qu'il y avait deux axes orthogonaux et qui pouvaient différencier des futurs possibles. C'était un premier enjeu pour l'atténuation croissant, donc avec la description de la part
que les énergies fossiles allaient occuper dans le paysage mondial versus la part d'énergie décarbonée. Et l'autre axe, c'est l'idée de la libéralisation versus plus de politique vers l'équité ou vers et autrement dit la distribution entre les territoires, y compris de l'attention vers les territoires les moins dotés et plus d'investissement dans les biens publics que sont l'éducation, la santé, etc. Donc ça, c'est vraiment le paysage macro de ces scénarios qui sont décrits à l'échelle mondiale, mais c'est cette philosophie-là qu'on a voulu garder pour nos narratifs en les déclinant à l'échelle locale. Donc ici, je vous présente un aperçu de trois des scénarios qu'on a conservés et ils ont des descriptions détaillées d'environ 2 pages et des versions quantifiées que je vous présenterai ensuite. Donc on a un premier scénario qui est un régional écologique où l'agriculture locale a opéré un virage vers la diversification qui a été soutenu grâce à un effort de structuration de filières émergentes avec le maintien d'une viticulture de qualité. Là, l'agriculture se réoriente donc enfin pas majoritairement, en partie vers des cultures alimentaires. Et ça a été permis par, on va dire, un déplacement de certaines terres qui étaient équipées d'irrigation euh, en 2020 par la vigne et qui ont été, au fur et à mesure des départs à la retraite, réorientées vers la production de cultures alimentaires. Donc ça, c'est un choix enfin c'est un choix, il y a pas de choix, mais en tout cas, il y a un virage très fort qui est opéré dans ce scénario-là, là-dessus. Et on dit aussi que ici, l'agroécologie s'est développé largement par des soutiens publics euh, dans la région. Sur la question de l'eau, la gestion de l'eau exclut ici le développement de grandes infrastructures, donc on ne va pas retoucher à la grande chaîne de barrages des Pyrénées, et repose davantage sur des petits réservoirs, une production hydroélectrique optimisée et une gouvernance de l'eau qui a été renouvelée. Donc une discussion qui a vraiment abouti sur la question du partage de l'eau et des solutions techniques qui doivent être mises en face. Ensuite, on a un scénario libéral où l'écologie est davantage subie parce qu'on a en gros une paupérisation du territoire avec de nombreuses exploitations agricoles qui ont cessé leurs activités et les vignes des zones moins productives sont abandonnées. Donc ça pourrait être vu comme un laisser-faire par rapport à ce qu'on observe et ce qu'on craint, enfin ce que disent craindre la plupart des observateurs dans la région, avec un enfrichement qui s'élargit beaucoup. On a cependant des petites exploitations qui sont diversifiées et qui s'appuient sur des circuits courts, mais qui ont des faibles revenus. Côté eau, il n'y a pas de grand projet collectif de gestion de l'eau, mais de nombreux aménagements qui sont peu contrôlés. Voilà, donc une gouvernance qui n'a pas vraiment été renouvelée et voilà, c'est davantage un scénario de laisser faire. Enfin, le scénario S5, qui découle du scénario libéral et carboné, donc qui est caractérisé par un développement économique et agricole à forte intensité d'émissions de gaz à effet de serre, où on assiste à un développement des exploitations agricoles intensives, à la fois en viticulture et sur quelques projets de diversification, où la viticulture de plaine s'est maintenue et elle a été davantage intégrée aux marchés nationaux et mondiaux, notamment en réaction à la crise qu'on observe aujourd'hui. L'eau, les ressources en eau ont été développées avec des grands projets de développement de l'irrigation, qui a été facilité voilà, par un contexte politique et réglementaire favorable, notamment favorable au développement de l'accès. Voilà, donc ces scénarios qui sont des narratifs, on a voulu, enfin, dans la perspective de Talanoa et dans la perspective de la modélisation, voulu les quantifier. Donc, on a fait ça en partie avec les acteurs et on a fini après en bureau pour essayer d'incarner ces différentes visions dans des allocations de terres et par culture pour avoir des visions quantifiées de ce que serait l'allocation des terres dans chacun de ces scénarios. Donc ici, vous voyez le résultat de la quantification. Je ne vais pas m'y attarder très, très longuement. On a aussi travaillé sur les disparités entre les 5 grandes régions qu'on a caractérisées sur le territoire de l'Aude, donc ce sont le Corbière, le Narbonnais, la Berre et le Minervois et l'Aude médiane.
parce qu'on a des contrastes très forts, notamment par rapport à la question de la ressource en eau. Ici, on a aussi rajouté le scénario FAPO, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui était un exercice donc, qui s'appelle les futurs de l'agroécologie paysanne en Occitanie, qui a été un autre exercice de prospective, mais dans une philosophie complètement différente, qui visait à incarner un visage de l'Occitanie qui aurait fait un virage vers l'agroécologie paysanne. C'était pour replacer un petit peu ça dans le contexte des autres choses qui étaient discutées. Et donc ici, voilà, on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, sur tous les scénarios, donc les surfaces en vigne, ce sont les surfaces en violet qui vont de violet clair à violet foncé. Et les petits points, c'est les surfaces qui sont en irrigation. Donc on voit que dans tous les cas, on a une diminution de ces surfaces en vigne et qui sont, voilà, largement modéré selon les scénarios dans lesquels on est. Par exemple, avec le S4, le laisser-faire, où on a une diminution très très forte, hein, de presque deux tiers, et qui sont très largement remplacés par des friches. Donc, l'objectif de ces différents scénarios, c'est d'aller produire différents futurs de la demande en eau, pour voir un petit peu comment on peut se projeter sur ces questions-là dans le bassin. Donc une fois qu'on avait cette quantification sur le plan des hectares, par grand type de culture que vous avez sous les yeux ici, on a voulu traduire ça par une demande en eau associée. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un besoin en eau par hectare. Et donc, c'est ce qu'a instruit nos collègues modélisateurs sur le modèle agronomique qui visait à calculer ce besoin en eau par culture et notamment son évolution en climat futur. Donc ça, c'est le résultat ici de l'évolution de la demande en eau. Donc voilà, j'ai laissé FAPO parce que c'est assez marquant dans donc c'est un scénario où le développement des cultures alimentaires vient très largement compenser la baisse de la viticulture. On voit une explosion de la demande nette des prélèvements en eau. Le graphe en dessous, c'était pour indiquer, enfin, donc c'est la décomposition finalement de deux effets qu'on représente ici. Un effet qui est celui lié au changement climatique grâce à la modélisation agronomique et un autre qui est l'effet du changement de l'usage des sols. Donc le message ici, c'est de dire que finalement, certes, il y a un effet du changement climatique sur l'augmentation du besoin en eau des cultures, mais les plus gros effets, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sont dus à ce qu'on met sur les terres. Ces scénarios, on les a aussi caractérisés du point de vue des hypothèses économiques. Donc, excusez-moi, c'est en anglais, parce que ça, bref, on l'a pas traduit, mais et notamment pour servir d'input au modèle économique. Donc, chacun des scénarios vient aussi avec des hypothèses sur l'évolution des prix des produits agricoles, donc, le vin, les autres cultures qu'on a modélisées et les coûts de production de ces productions agricoles, ainsi que des hypothèses sur l'évolution du prix de l'eau. Et donc, c'est ces évolutions qu'on va intégrer ensuite dans le modèle économique. Euh, ah oui, donc là, ouais, normalement, il faut que je finisse vite, donc je crois que je vais sauter, enfin, je vais aller très vite sur la partie Tu peux des dépasser un mesures. petit peu, Nia, hein. De quoi? Tu peux dépasser un petit peu. Ouais, oui, oui, bah de fait, je vais me prendre ça pour aller jusqu'à la conclusion. Donc, ce qu'on a travaillé distinctement de la prospective, c'est ce qu'on a appelé les mesures, et ensuite qu'on a essayé d'agencer dans des trajectoires. Et ces mesures, donc je passe sur la méthode. Voilà, je vais juste vous présenter ça pour dire on voulait se donner l'occasion dans Talanoa de travailler sur des mesures de nature radicalement différente et qui pouvaient être à la fois, enfin, qui pouvaient être situées sur un gradient d'adaptation incrémentale jusqu'à transformative et des solutions qui reposent davantage sur le développement de l'offre en eau, donc par exemple du stockage d'eau ou de l'amélioration du pilotage des installations, versus des mesures qui reposent davantage sur la demande ou donc sur la sobriété de l'usage ou sur la reconception des systèmes agricoles. Donc voilà, mais ça je crois que je vais passer.
Donc, je quand même vous dire un mot sur la modélisation intégrée, donc le modèle qu'on a développé. En deux mots, on peut le décrire ici. L'objectif, c'est de représenter et d'évaluer l'effet de scénarios climatiques et prospectifs sur l'hydrologie, le besoin en eau des cultures et le comportement du secteur agricole, en articulant ces différents processus. Et donc, on peut partir de l'idée de la disponibilité en eau pour l'agriculture, donc au milieu, en haut. Ça va rentrer dans, enfin, c'est une contrainte aux limites du modèle économique, c'est-à-dire de ce que le secteur agricole et toutes les exploitations agricoles vont pouvoir mettre en place comme culture, éventuellement en limitant l'usage de l'eau sur certaines cultures. Ressort de soi, ça, un besoin en eau des cultures qui, eux, donnent des prélèvements qui vont eux-mêmes être un intrant pour le modèle hydrologique. Le modèle hydrologique, il simule des débits dans les cours d'eau et des passages sous certains seuils, comme représentés par les restrictions, par exemple, et donne en retour la disponibilité en eau pour l'agriculture. Voilà, c'est pour vous donner une idée. J'ai bien conscience que c'est beaucoup trop rapide, mais pour vous montrer qu'on essaie d'articuler ces différents mécanismes qu'on considère finalement comme centraux sur ces questions. Donc, je vais passer sur chacun des modèles. Si ça vous intéresse, donc il y aura la présentation ou- ouais, il y aura la présentation en ligne où on pourra en discuter après. Avant une slide de conclusion, vous donner quelques exemples de résultats sur la modélisation économique parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser la chaire. Donc, c'est des résultats qui sont encore à prendre avec des pincettes parce que voilà, Juliette finit sa thèse, c'est encore un peu en maturation, mais pour vous montrer le type de résultats. Donc, les modèles pour l'instant suggèrent que les scénarios les plus favorables au vin, donc ceux dans lesquels les prix du vin sont les meilleurs, incitent à des cycles d'arrachage-replantation qui sont plus courts, donc à un système plus intensif, donc avec des durées de vie de la vigne moins longs, et donc un système plus intensif en capital. Euh, donc le travail de la modélisation économique s'est intéressé à modéliser différents types d'exploitation. Et si c'est dans les types d'exploitation qui sont principalement irrigués, on montre, bon, c'est assez logique de par la construction du modèle, mais ces systèmes irrigués sont très sensibles aux scénarios futurs qui sont caractérisés par des baisses de disponibilité en eau et qu'ils apparaissent comme plus vulnérables que les exploitations moins irriguées, donc notamment comme des exploitations qui n'ont qu'une partie en vignes irriguées, et notamment c'est pas mal les domaines qui cumulent à la fois des surfaces en AOP et en IGP. Les adaptations, elles sont modélisées sur plusieurs qu'on appelle des marges d'adaptation. Donc il y a à la fois des réponses en réduisant les surfaces d'IGP irriguées, beaucoup moins pour l'instant répondent en réduisant la dose, c'est-à-dire en préservant les surfaces irriguées, mais en réduisant la dose d'eau par hectare. Et une partie de la réponse s'opère en basculant une partie de l'irrigation de l'IGP vers l'AOP pour les types qui ont les deux cultures qui ont accès à l'eau. Mais les réponses sont plus complexes, notamment quand les scénarios sont combinés, donc à la fois la modification des prix qu'on voit dans les scénarios, des modifications des disponibilités en eau liées à la prise en compte des futurs hydroclimatiques, et selon les politiques qu'on considère, notamment est-ce que l'arrachage, c'est une politique qui est uniquement maintenue ces quelques années, 24, 25, 26, ou est-ce qu'elle est maintenue dans le temps? Voilà, et on observe en tout cas des réponses assez hétérogènes entre les types d'exploitation. Voilà, donc je conclus en disant que la mobilisation d'une palette d'outils et de modes de participation permet d'aborder différents points. Donc, comme on l'a dit, hein, on s'est beaucoup attardé à essayer de comprendre le système, à la fois nous, l'équipe de recherche et les parties prenantes qui étaient dans nos ateliers, des constructions de scénarios à l'exploration de leurs effets. Que la question de l'eau permet de réunir des acteurs très divers pour échanger sur l'avenir de l'agriculture et du territoire. On était vraiment parti de la question de l'eau et en fait on s'aperçoit qu'une question essentielle, c'est vraiment la discussion autour des trajectoires de développement de l'agriculture et de ses pratiques. Euh,
On souligne quand même enfin, une mobilisation assez limitée des représentants viticoles, donc sur ce sujet, en tout cas pas sur ce sujet, il ne faudrait pas écrire ça, mais dans notre projet. Couvrir un dialogue sur le partage de l'eau et dans les territoires et articuler des efforts sur les politiques sectorielles. En fait, ça pose la question de, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le peu d'eau qui reste? Pour moi, c'est vraiment la question qu'il faut instruire avant de dire il faut de l'eau, c'est surtout de l'eau pour quoi faire. Euh, Ne pas juste avoir une politique de l'offre, donc de développement de l'eau sans contrepartie, négociation territoriale. C'est bon, c'est la même idée, se mettre d'accord sur pourquoi est-ce qu'on développe ces infrastructures ou ces ressources en eau. Se poser la question aussi de l'opportunité pour la diversification. Donc on voit bien que selon les scénarios, on a des choses très contrastées. Et du point de vue des perspectives de travail, on est en train de finir le travail sur la modélisation avec les résultats, on va dire, chiffrés pour chacun des scénarios et les mesures. Et notre travail continue sur le terrain avec un nouveau projet Prima qui s'appelle Morpheus et où on va être davantage attaché à co-construire des innovations couplées avec les acteurs, toujours en se resserrant sur la base pleine de l'Aude et dans une perspective de résilience territoriale. Et on a aussi un petit projet d'appui avec la DDTM, donc, qui était une suite un peu de notre travail sur Talanoa, sur l'impact de la crise viticole, avec à nouveau un travail de prospective. Voilà, je vous remercie et puis désolée, je suis toujours trop longue. Voilà, et je vous remets ici le lien vers le site français du projet où vous trouverez pas mal de ressources, si ça vous intéresse.